En avant, Match numéro 42. 42 comme le département du Morbihan pour accueillir Saint-Étienne, Lorient. 42. Attends, ça faut pas le dire à La Lyon, Loire. pardon. Hein. Par contre, la Loire. Bon, 42, c'est pas du tout le numéro de Lorient, mais je cherchais un moyen d'introduire cette émission du derby. C'est raté, mais au moins Gaëtan, bonjour. C'est peut-être l'un des matchs les plus attendus de la saison. C'est un derby donc à Roudourou, avec un enjeu qui va être sympa pour les deux équipes. Ben oui, évidemment, Guingamp qui a son top 5 à conforter. Quelle place exactement? On ne sait pas, on a presque envie de dire peu importe, l'objectif étant le top 5. Il n'y avait pas de place annoncée dans le top 5, mais l'idée c'était vraiment d'être dans ces places-là. Donc une place à conforter avec un écart peut-être à creuser sur Laval. Tout dépendra évidemment des résultats, mais à creuser, il est actuellement de 5 points. Et puis Lorient qui sa place dans le top 2 et surtout même de leader à conforter aussi pour rejoindre directement la Ligue 1. Ouais, un derby qui n'avait pas du tout souri aux Guingampais. Au match aller, on se souvient, ce non-match assez total. Il y avait eu une petite bonne période dans le match, mais globalement, ça avait été un match raté des Guingampais. Défaite 3-1. 3-1, c'est un peu le tarif de nos défaites cette saison. Il y a eu Lorient, il y a eu Dunkerque, le dernier match, on va y revenir, hélas. Cannes, et Bastia. On a eu beaucoup de 3-0 pour nous chez nous, mais il y a eu beaucoup de 3-1 contre nous. Cette saison a commencé par ce match de Dunkerque. Alors, on va pas vous reproposer le résumé de ce match pour démarrer cette en avant-match, mais on va quand même se refaire 4 minutes de la soirée de Claudio Beauvu sur à la Guingampaise. Bonjour, bienvenue sur la Guingampaise avec Claudio Beauvu. Je ne vous avais jamais vu. Moi non plus. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit pronostic, Claudio, pour ce match ? Je pense que on va l'emporter sur le score de 2-1. 2-1. Alors moi j'ai un pronostic complètement farfelu, enfin c'est un peu un truc bizarre. Et je sens qu'on va avoir un carton rouge dans ce match. Je sais pas qui. Attends, mon score je te dis 1-1. Mais je sens qu'on va avoir un carton rouge. Je me suis levé ce matin, je me suis dit ça, tu vois. Donc bon. Basilio, qu'est-ce qu'il fait? But de Dunkerque, en poteau! Vraiment que je suis venu et on aurait encaissé un but comme ça, mais c'est pas vidéo gag là. Oh. Là c'est du sérieux là, c'est la Ligue 1. C'est du sérieux les enfants, donc ne faites plus de ça s'il vous plaît. Allez, ballon pour Skita et Courtet maintenant sur le côté droit. Courtet qui avance et qui voit dans l'axe. Skita en bonne position, Skita qui avance, ballon contré par Vallier. Courtet sur le côté gauche, l'extra passe, attention pour Abner Felipe. Oh, Yacine qui frappe et là il y a but. Et là il y a but pour Dunkerque à la 69e minute. Ils étaient vraiment en mode transition. Et nous on était mal positionnés sur cette perte de balle et ils ont su créer une action dangereuse et marquer ce but. John qui nous dit faites rentrer Herbovu pour la mettre au fond. T'as pas tes crampons, non? Ah non, t'as les crampons de l'autre côté de la chaussure. C'est pas mal. Courtet, attention la talonnade, c'est bien lu par Lenny Vallier. Faute de Gomis visiblement sur Courtet qui se tord de douleur encore au niveau de la ligne médiane. Petite semelle sur le talon. Il y a eu quoi? J'ai pas vu. Il y a carton rouge. C'est vrai. Pour Gomis. Mais c'est pas possible. Il a soulevé, enfin j'ai jamais vu ça, l'arbitre il a soulevé la chaussette. C'est l'arbitre qui a soulevé la chaussette pour regarder la trace. Et il a mis carton rouge là-dessus. Michael Lesage. Eh bien là, 5, 6, 7 minutes compliquées. Je te laisse le micro. Moi je vais faire mon tour du propriétaire. Ouais, laisse tomber. Non, là-dessus, je suis désolé. Hein. Il est bon, cet appel d'Amadou Sagna, le centre, contré par un Dunkerquois, une main. Penalty! Penalty pour Guingamp! Alors peut-être. Ah ouais. Là, elle passe tous les jours. On va voir. Sabri Gendouzi qui a marqué sur penalty en Coupe de France. Des rêves de carton rouge. Et là, je te dis, Palenka. Alors, je tiens à dire, j'ai pas rêvé du carton rouge. T'as pensé fort. Sabri Gendouzi face à Ewen Jawen pour relancer cette fin de match. Les petits pas de Gendouzi, la frappe arrêtée par Ewen Jawen. Bon, là, je crois que c'est la fin de nos espoirs ce soir.
je vais quand même, au nom des supporters, Claudio, te remercier de nous avoir accompagnés ce soir. Mais je te dis, attention, hein, recoche le Dunkerque-Guingamp en barrage. Je te dis qu'on va y retourner, que ça ne sera pas la même limonade. Et je vais passer à Ikea pour nous acheter des tabourets un peu plus hauts. Pour mieux voir, parce que nos amis de Bein, vous savez, nos amis de Bein qui sont là à côté, eux, ils sont intelligents, eux. Ils ont peut-être plus de budget que nous aussi. Hein. Guingamp, Bein. Hein. Oui, bah ouais. On va y arriver. Pas le même budget, mais on a la même passion. Le corner pour Guingamp, c'est Gendouzi qui va le frapper devant le but. Et but c'est CSC. CSC, non? Et ce péno, c'est un CSC, hein, vraisemblablement. Prochain match, t'es prêt? Oui, attends, à domicile, tranquille. Toi, tu pourrais pas être là, donc laisse-moi, je vais prendre. Et surtout, je vais pas rêver de carton rouge. Moi, j'espère surtout que j'ai pu le faire. Hein. En tout cas, Claudio, merci infiniment d'avoir été avec nous. Petit dernier message pour les supporters, peut-être. Comme d'habitude, hein, lâchez pas l'équipe. Là, il y a 5 matchs très importants. Tous en avant, et je pense qu'il y aura de belles choses en cette fin de saison. Faut garder espoir. Ah, quel bonheur, quand même, d'avoir eu Claudio avec nous. C'est là où tu vois que le temps passe. Hein. Il y a 10 ans, c'était notre buteur fou en Ligue 1. Et là, voilà. Et ça fait drôle, hein. Au micro à la Guingampaise. Et c'est peut-être pas terminé, puisque Guingamp pourrait revenir à Dunkerque. Mais on a bien compris, hein. On ira investir dans des chaises hautes, parce que c'est vrai que, en fait, à Dunkerque, tu connais comment c'est fait, mais on va raconter un petit peu à nos auditeurs. C'est que nous, on n'était pas en tribune de presse, là, avec Claudio Beauvu. On était sur l'espace un petit peu télé. Comment ça se fait, d'ailleurs? Je vais te raconter, parce que la tribune de presse, qui peut, je pense, contenir 10 à 12 journalistes, on s'était mis à l'espace club visiteur avec nos amis du Télégramme et de Ouest France. Je m'étais installé 2h30 avant le match. Tout était prêt. Et là, 1 heure avant, il y a Jules Briand, l'intendant de Guingamp, ainsi qu'un des membres du staff de Dunkerque, et Mathéo, qui est l'analyse vidéo. Ils étaient en discussion, et il y a la personne du staff de Dunkerque qui leur dit que il a viré des affaires qui étaient sur l'étiquette club visiteur pour que l'analyse vidéo puisse s'installer. Et c'était qui le gars qui s'était mis là? C'est Pierrot. Donc du coup, je me suis dit, soit on va complètement être serré comme des sardines entre nos amis Le Diffon du Ouest France, Rivier du Télégramme, et nos amis staff Guingampais. Du coup, je me suis mis tout en haut, derrière. L'année dernière, ils étaient déjà nombreux. Hein. Je crois que c'était bien 3-4 du staff en tribune de presse juste à côté de moi. Les gars, ça fait beaucoup. Hein. Pour les barrages, prenez des je veux bien. Là, ça commence à faire beaucoup. Là. Ouais, parce qu'en tribune de presse, il y avait un recul par rapport au public. Qui nous permet de voir le match tranquillement, tandis que là, de la position où on était, Bein, ils étaient sur des chaises hautes, nous on était sur des chaises banales, donc dès que tout le monde se levait, on ne voyait absolument plus rien. Donc on va essayer d'y penser la prochaine fois. On ira faire les courses avec Claudio. Là n'est pas l'essentiel, et là c'est encore une défaite. Gaëtan, à Dunkerque, alors avant de parler de ses limites, malheureusement cette saison éternelle face au top 4 de Guingamp, parlons de ce match avec une entame très dynamique de la part de Guingamp, une première occasion avec Emia qui bute malheureusement sur Jaouen, et puis au fur et à mesure du match, Dunkerque a rééquilibré les débats avant de complètement prendre l'ascendant en fin de match. Ouais, ça s'est effrité. L'entame de match a été bonne. La première mi-temps, sans être extraordinaire, pouvait rester finalement sur quelque chose d'assez correct. Guingamp qui avait notamment plutôt la maîtrise, hein, c'était plus de 60% de possession en première période, 64 je crois, ce qui est assez rare face à Dunkerque quand même. C'est plutôt une équipe qui a l'habitude de contrôler les rencontres et le ballon. C'était plutôt encourageant tout ça malgré tout, sans être le match le plus spectaculaire, loin de là. On en avait vu des plus pétillants, mais face à Dunkerque c'était pas surprenant. C'est une équipe qui est vraiment difficile à jouer. Et en deuxième mi-temps, tout ça s'est effrité. Alors je pense que la sortie d'Emia n'a pas aidé. Et puis oui, Guingamp a commis déjà des erreurs individuelles. C'est un peu, je trouve, perdu dans son lien entre les uns et les autres, dans la capacité à ressortir le ballon, à se projeter, à tenir le ballon surtout, parce que dès qu'il était ressorti des 25-30 derniers mètres,
J'ai l'impression qu'il n'y avait plus personne pour jouer le deuxième ballon, que c'était dégagé. Si oui allait au duel, deuxième ballon, Guingamp était vite en retard, et que l'équipe la plus dynamique, pour reprendre le terme que tu employais pour le début de match, bah, c'était devenu clairement Dunkerque. Et je trouve Guingamp à ce niveau-là l'a payé assez fort. Une équipe de Dunkerque dynamique, une équipe qui, dans les mouvements aussi, propose peut-être pas ce que fait tout le monde en Ligue 2. J'ai vu un Courtet, moi je trouve très mobile encore. Il a beau avoir 36. C'est ça, 35, 36 oui. De mémoire. Il est encore très mobile, c'est lui sur le but notamment qui vient décrocher. Intelligence de jeu aussi, parce qu'il peut frapper. Et finalement, il va chercher Abner là sur le côté gauche. C'est vraiment bien emmené ce que fait Dunkerque, et effectivement Guingamp n'a pas su répondre à ce niveau-là. Guingamp était trop friable, en tout cas peut-être trop tendre à un moment donné, et trop friable dans la capacité à tenir le ballon, à le ressortir, et puis être présent dans les duels, notamment pour les deuxièmes ballons, d'aller les gagner. C'est vrai que le Lyon, tu le disais, la sortie d'Emia, certains supporters en parlaient dans le débrief et avaient ciblé ça. Courtet aussi, on a parlé après le match. C'est ce qui explique aussi le fait que Guingamp n'est plus ce Lyon, mais on pouvait attendre aussi que ce soit des Picard, Lebris, Grieb qui s'en chargent, et malheureusement ils n'ont pas réussi à le faire, et toute la maîtrise effectivement qu'il y avait en première période a été perdue par l'équipe de Sylvain Ripoll. Et puis on a vu, comme malheureusement souvent cette saison, cette équipe de Guingamp qui, quand il y a une difficulté, a du mal à répondre et s'effrite, tu le disais, puis craque, parce que c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. On se souvient de fins de match qui n'ont pas du tout basculé pour des Guingampais. À Lorient, en match aller, il y avait eu le but de Soumano, la 68e, 70e. La fin de match du côté du Red Star, c'était comme ça. La fin de match à Bastia, c'était comme ça, avec le but de Madjotti à la 86e. Contre Metz, à Rouen, c'est pareil, on prend 2 buts à la fin. Il y a comme si, c'est vraiment l'image qui m'est apparue à la fin de la rencontre. C'était vraiment un match bras de fer. Désolé, je peux pas le faire avec le micro, mais où tu sentais qu'au début du match, c'était Guingamp qui était comme ça, puis Dunkerque qui a fait ça, et boum, d'un coup, c'est eux qui ont fait basculer le rapport de force, et Guingamp n'a plus du tout eu les ressources. À 10 contre 11, c'était encore plus dur de refaire basculer ça, mais c'est arrivé quand même souvent cette saison. Il y a beaucoup de bien dans ce que fait Guingamp. Oui. Mais il y a souvent des adversaires qui arrivent à les faire craquer. Je trouve que ça arrive dans des matchs où que Guingamp ne maîtrise pas pleinement. Quand Guingamp maîtrise, c'est rare que ça déraille. Parce que dans le sens contraire, il y a eu un paquet de matchs aussi où on avait l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver. Voilà. Et effectivement, dans ces matchs-là, il n'arrive rien à Guingamp. Dans ces matchs-là, Guingamp vraiment ne commet pas l'erreur qui va remettre l'adversaire dans le match. Par contre, quand c'est plutôt l'adversaire qui a un peu le dessus, que Guingamp doit peut-être faire un peu le dos rond, doit être capable de tenir un score un peu étriqué, de s'accrocher sur 15-20 minutes, elle a souvent du mal, cette équipe, comme si elle n'était pas faite pour ça. C'est une équipe qui est faite pour jouer, pour aller de l'avant, mais quand il faut savoir défendre sur 20 minutes en fin de match parce que l'adversaire n'est plus qu'à un but ou qu'à un nul à tenir, c'est souvent plus difficile. Elle est joueuse, cette équipe, elle est assez entière là-dedans, on l'a souvent dit, mais elle manque peut-être de cette capacité, de cette force-là pour vraiment résister, même quand ça va moins bien, même quand le match est moins bien maîtrisé. Et souvent, les matchs que Guingamp a gagnés, c'est pour ça qu'ils ont aussi été gagnés assez nettement pour la plupart d'entre eux. C'est parce que Guingamp a été assez maître et dominateur sur une bonne partie de la rencontre. Quelle sera la vérité du match contre Lorient? On verra. En tout cas, c'est vrai que le bilan actuel face au top 4, on aimerait verser dans l'euphémisme, mais on peut dire délicat, d'autres diront catastrophique, parce qu'il n'y a qu'un point pris contre les adversaires du top 4. Heureusement, c'est le dernier. En 7 matchs, du coup. 7 matchs, 6 défaites, 1 nul. 6 défaites, 1 nul. Donc oui, comptablement, effectivement, il est catastrophique. Alors Guingamp a réussi à prendre des points face à beaucoup d'autres équipes. Au reste du monde. Équipes, heureusement, mais... oui, ça montre vraiment une limite. Ça montre que quand le curseur s'élève, c'est souvent plus dur. Alors, il y a le contre-exemple de Toulouse qui
Toulouse n'avait pas non plus fait un gros match. Mais Guingamp avait, je trouve, bien, pour le coup, bien manœuvré, comme on pouvait entendre parfois, sur ce match-là. Mais c'est un peu le contre-exemple sur les autres. Guingamp est au-dessus, a montré une supériorité sur beaucoup d'équipes de Ligue 2 cette saison. Mais face à ces 4 équipes du haut, on a vu que le curseur s'est élevé et que souvent, il a manqué quelque chose. Alors, avec des explications sur certains, notamment sur Metz et le Paris FC au retour, où il manquait pas mal de monde. Mais ça ne peut pas suffire à expliquer toutes ces contre-performances face aux 4 du haut. Moi, ce qui me rend un petit peu moins, je dirais, pessimiste, alors après, le jugement peut toujours être revu après le match contre Lorient. Si tu perds 4-0 et que tu passes à côté du truc, eh ben, on fera moins les malins. Mais moi, ce qui me donne de l'espoir pour la fin de saison, si tant est que l'on réussit à asseoir cette 5e place au minimum, c'est que sur ces matchs-là, oui, le bilan comptable, il n'est pas bon du tout. Il ne faut pas passer par 4 chemins. Mais dans ces matchs-là, souvent, tu n'as pas été loin. Le PFC, la défaite 1-0, franchement, si ça bascule pour Guingamp, il n'y a rien à dire. Le Guingamp-Metz, le 0-3, je me souviens qu'on disait après le match que la personne qui n'a pas regardé le match s'est dit qu'on a été ultra dominé, alors que non. Dunkerque, si ça bascule, j'allais dire hier, oui, parce que je ne vais pas vous spoiler, on est mardi, lendemain de Dunkerque-Guingamp au moment d'enregistrer cet en avant-match. On a une vie aussi, mais si ça bascule hier pour nous, il n'y a rien à dire non plus. Le match aller Guingamp-Dunkerque, sur la première mi-temps, serré. Ouais. Sur la première mi-temps, ouais, mais après, bon, voilà, tout sera remis à zéro, je trouve, si barrage il y a et si on doit affronter une, voire 2 de ces équipes-là au-dessus de nous en fin de saison. Et c'est là que le contre-exemple de Toulouse pourra prendre tout son sens. C'était un match, tu passes ou tu sors, et match à élimination directe, comme ça, ou match coup près, où oui, effectivement, Guingamp pourra peut-être montrer autre chose. Alors, certains sentiront le contre-exemple encore de Cannes, où effectivement, ça n'était pas passé. Mais contre Toulouse, Guingamp avait montré qu'il était capable, sur un match comme ça, à enjeu, d'élever le curseur, de contrôler peut-être les choses différemment. Faudra voir ce que proposeront ces équipes-là, Dunkerque ou Metz ou un autre, mais bon, ça pourra changer, c'est vrai, sur un match sec. Et là, le contre-exemple de Toulouse, peut-être qu'on se dira, tiens, c'était peut-être les prémices un peu de ça, de ce qu'est capable de faire cette équipe dans ce genre de contexte, parce que le contexte sera bien différent. Mais c'est vrai que quand on regarde quand même, là, on parlait des 7 matchs là, il y en a sur les 7, il y en a 3 où Guingamp n'a pas marqué. PFC, 4. PFC les retours, Metz les retours, pas un seul but. Et à chaque fois un but, sinon Lorient, Dunkerque et Dunkerque encore pour le retour. Paris et Metz, non, Paris il manquait Emia et Siwe. Oui. Au retour, ouais. Metz, je me rappelle plus. Metz, il manquait Siwe. Il manquait que Siwe, ouais. Ouais, il manquait Siwe. Mais ça fait quand même 4 matchs sur 7 face au tableau où ça marque pas aussi, alors que Guingamp a plutôt l'habitude de beaucoup marquer cette saison. Donc, c'est pas un hasard non plus, tout ça. C'est vrai que ça aurait pu basculer, mais si plusieurs fois ça ne l'a pas fait, comme ça, si ça s'est répété, bon, ça montre quand même une limite. Mais qui, c'est vrai, sur un match sec, peut disparaître, peut-être pas, mais peut être contourné. Cette limite peut être un peu contournée, évitée, surmontée sur un match sec, avec la perspective de, s'il y a match nul, prolongation, et une gestion encore totalement différente, avec peut-être aussi des tirs au but. Enfin, c'est vraiment un contexte totalement différent. Ouais. Voilà, les limites de Guingamp contre le top 4. Et moi, je me souviens d'aborder un match coup près avec quelque chose qui collait au pied de l'équipe guingampaise de l'époque, c'était en 2014. Toute la saison, on se disait, c'est pas vrai, on va se maintenir en Ligue 1 vraisemblablement, mais on ne bat jamais un gros. Oui. Il y avait eu Lyon, Monaco, Paris, on n'était pas loin d'avoir fait de faire match nul au Parc, on fait match nul au retour, Marseille aussi, et tu as le Guingamp-Monaco qui est arrivé en demi-finale, et tu t'es dit, mais en fait, s'il y a une seule fois où tu dois battre un gros, c'est ce soir. 16 avril 2014. Il faudra cultiver ça aussi si on y arrive du côté de Guingamp par rapport à tout ça. Parlons de la défense, parce que la défense qui a explosé encore en vol hier. Tu as employé le mot tout à l'heure. Pour l'instant, après 30 matchs, 29 matchs, c'est le mot qui résume le mieux cette équipe, c'est entière. Quand elle gagne, c'est souvent net. Quand elle perd, c'est souvent assez net.
Quand elle est solide, c'est net parce qu'on a l'impression qu'il peut tout se passer dans le match, on ne prendra jamais de but. Et par contre, tu as l'impression qu'il y a certains matchs où tu peux prendre un but toutes les 5 minutes. Et là, c'est ce qui s'est passé sur la fin de match à Dunkerque. Comment expliquer ça, Gaëtan? Moi, je trouve qu'il y a un peu d'irrationnel quand même là-dedans. Oui, certainement. Le troisième but, je le mettrais presque à part parce que, bon, tu viens de réduire l'écart, il reste 30 secondes, tu peux imaginer que l'équipe a plutôt envie d'aller vers l'avant pour jeter un dernier ballon et tenter quelque chose, donc tu te découvres totalement, voilà, tu prends le troisième but. Par contre, pour le reste, et notamment le premier but, il y a une alerte 15 secondes avant, et Guingamp est à nouveau trop large sur la frappe de Yacine. Il a un peu trop de liberté dans cette zone-là de la surface. En plus, il est à quoi 2 mètres de l'entrée des 6 mètres. Il a pas mal de liberté dans cette zone-là. Il fait contrôle-frappe en plus. Contrôle-frappe, il a du temps, alors que 15 secondes avant, il y a une alerte avec Yacine déjà. On se dit, c'est bon, c'est passé, l'action est terminée. Pas du tout, le ballon reste, revient ou revient en tout cas très vite. Et il y a ce but-là. Donc, il y a, je trouve... mais c'est arrivé sur plusieurs buts comme ça cette saison. Contre Clermont, le but de Baswamina au bout d'un quart d'heure, c'est pareil, il a tout le loisir d'emmener Gomis dans son sillage et de marquer derrière. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de situation où je trouve le joueur adverse a trop de liberté, trop de champ, trop de temps, ça dépend des situations dans la surface de Guingamp. Et du coup, forcément, ça amène des situations. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il y a des périodes de la saison, sur des fois 4-5 matchs, où c'est pas du tout le cas. Il y a des enchaînements où c'est vraiment pas du tout le cas, où ça va arriver peut-être des fois, une fois ou 3 matchs, mais voilà, globalement, ça aurait été très propre. Et il y a d'autres où ça va se répéter, mais plusieurs fois au sein d'un même match. Donc ça, c'est peu importe les défenseurs d'ailleurs. Il y a des fois, on était super solide avec Ryu Nahir, des fois super solide avec Gomis Nahir, puis 2 matchs plus tard à Cannes, par exemple. Alors, c'était Gomis Ryu, je crois, à Cannes. C'est Gomis Ryu, il y a de l'irrationnel, c'est cette capacité. J'ai parlé aussi de termes émotionnels à Sylvain Ripoll et autres. Alors peut-être qu'eux ne sont pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a une dose d'émotionnel quand même là-dedans. On parle un peu de leadership. Émotionnel, voilà, c'est garder ses émotions, c'est pas partir dans tous les sens. La perte de balle de Nahir sur le 2-0 contre Dunkerque. C'est un peu ça, je trouve. Il y a des fois, on se met peut-être un peu à paniquer, à perdre notre. Quand c'est de l'erreur individuelle comme ça, quoi. Et d'ailleurs, notre idée de jeu, je rebondis dessus, Sylvain Ripoll en parlait très très bien dans sa réaction à Tribu lundi soir. Rappel à l'ordre, en tout cas oui, quand on s'éloigne sur la deuxième mi-temps, on s'est trop éloigné de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on cherche à faire. Et dès l'instant où on s'éloigne de ça, on devient vulnérable, on n'est plus une équipe qui pose des problèmes, on est fragile. Et ça, ça par contre c'est un enseignement, mais qu'on connaît déjà. Dès qu'on sort de notre plan joliment établi et qui nous a fait gagner un paquet de matchs et marquer un paquet de buts cette saison, on voit que, alors je ne sais pas si un plan B n'existe pas, mais tu as cette friabilité-là qui réapparaît assez souvent, hélas. Et il y a peut-être aussi, parce qu'on parlait de l'aspect défensif, on parle de la charnière, mais il y a peut-être aussi le côté Sidibé Louisère qui, dans ces moments-là, aurait peut-être intérêt à davantage resserrer aussi, à ce que ce carré des 4 là, les 2 centraux et les 2 milieux de terrain axiaux soient davantage plus près les uns des autres pour que ça laisse aussi moins d'espace, pour que à la sortie de balle ça se retrouve davantage rapidement. C'est pas que la question des 2 centraux aussi, et je pense que ça vient peut-être un petit peu de là où des fois c'est vrai on souligne ce que font très bien Louisère et Sidibé notamment dans sa projection vers l'avant, mais il y a peut-être ce côté-là où parfois faut venir un peu plus en retrait, resserrer tout ça, parce que on les sent peut-être un peu trop esselés aussi des fois les 2 centraux lorsque ça prend quelques vagues ou quelques moments comme ça un peu chauds qui s'enchaînent. Contre Dunkerque, on a vu notamment après des déviations de Courtet, parfois des 2 contre 1, 3 contre 2 face à la défense. Ça montre une infériorité qui vient de quelque part et qui doit être compensée certainement par les milieux aussi, quoi. Bon, voilà, on a parlé de ça, de ces soucis récurrents. C'est pas la première fois qu'on en parle cette saison, peut-être pas la dernière d'ailleurs. Lorient qui arrive, attention, comme dirait l'autre. Oui. Meilleure équipe de Ligue 2 pour l'interrogation, meilleure attaque en tout cas, une armada offensive et puis une défense déplumée du côté de Guingamp. À l'heure où on parle, on vous rappelle, on est mardi, fin d'après-midi.
Donc Donatien Gomis sera suspendu, certes, on ne sait pas pour combien de temps, 1 ou 2 matchs. Nahir, information, le Télégramme, se ressent d'une douleur aux ischio-jambiers et est très incertain pour cette partie. Ça ne concerne pas la défense, mais Emia devrait aussi être out. Labo pourrait revenir. Pour la défense, Sissoko aussi pourrait revenir également. Voilà, quelle charnière centrale. Hier, on en parlait dans le débrief. On disait Ryu, oui. Nahir, oui, mais on ne savait pas que Nahir avait été touché. Et là, du coup, c'est Demouchi aussi qui se retrouve peut-être propulsé à nouveau sur le devant de la scène. Là, je pense que ça va être une question de complémentarité qui va se poser auprès du staff. Quelle va être la charnière? Parce que Ryu, en l'absence de Gomis et de Nahir, évidemment, Ryu, là, tu peux pas t'en passer. Je vois pas trop comment il ne pourrait pas être titulaire. Maintenant, la complémentarité, avec qui elle va être meilleure? Avec Albin Demouchi, qui n'a pas énormément de rythme ces derniers temps, en tout cas avec l'équipe première, davantage avec l'équipe réserve, ou Khalidou Sidibé qui pourrait reculer d'un cran aussi. On l'avait vu sur la fin de saison dernière, on l'a vu en cours de match parfois, quand besoin en fut, si ça se dit comme ça. Voilà. Et donc, après, si tu enlèves aussi Sidibé au milieu, alors que c'est un de tes points forts, comment réorganiser ça? Surtout que tu n'auras pas Emia un cran plus haut, donc faut voir aussi à trop déplumer le milieu de terrain, est-ce que ça va être vraiment productif? Moi je pense que vraiment la question de base, mais bon, le staff est mieux parlé que nous mieux placé que nous pour en parler, pour le savoir surtout. La question de base, ça doit être la complémentarité avec Ryu, qui sera le plus complémentaire pour être associé à Mathis Ryu, et à partir de là tu peux construire au-dessus, parce que même en l'absence d'Emia et même en l'absence de Sidibé, s'il venait à reculer au milieu de terrain, tu peux réincorporer Piri. Il peut y avoir, alors Théo Lebris sera pas là, mais si tu enlèves Picard d'un côté pour le mettre dans l'axe, admettons, il y a encore Sagna aussi, il y a encore peut-être il y a Grieb, il y a des possibilités encore pour animer tout ça. Bon, je pense que vraiment le point de départ, la base, ça doit être cette charnière-là, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait du reste, quoi. Mais bon, on verra quels seront les choix, mais ça peut partir de là, et après on verra au milieu. Ça pourra peut-être amener aussi un changement de système. 4-3-3, est-ce que le 4-4-2 sera encore là? Oui, on a déjà vu d'ailleurs des 4-3-3 sur des matchs précis, notamment des gros matchs. Je me souviens, à Toulouse, c'était comme ça. Il y a eu un autre match récemment. Il y a le Red Star, je crois aussi. Red Star, oui. Red Star, ça n'avait pas trop marché. Enfin, si, ça avait marché sur une demi-heure. Sur une demi-heure, ça avait vraiment marché. Et après, c'est pas forcément le système qui n'avait pas marché, je pense, mais plutôt la forme des uns et des autres, l'adversaire, aussi. Voilà, ça peut en faire partie. Le match avait mal tourné ensuite, mais c'est pas forcément dû au système que ça avait mal tourné. Donc, le 4-3-3 est aussi une solution. Peut-être encore plus si... tu me diras non, parce que si tu enlèves Sidibé, qui tu mets dans les trois du milieu? Louisière, Piri tu peux... c'est peut-être... Parce que ça, souvent, c'était Emia qui redescendait au milieu, mais s'il n'est pas là... c'est ça. Point d'interrogation. Grieb, peut-être. Bon. Peut-être un peu moins. Mais en tout cas, ça peut être un 4-3-3. Il me semble que Louvambo, sous Dumont, a joué milieu. Sous Dumont, mais... Il me semble que... Peut-être une fin de match au Ripoll l'avait mis au milieu. Alors j'ai aucun, peut-être à Metz ou je sais plus, mais il me semble qu'il y a une fin de match où c'est arrivé. Donc, on verra, mais ça peut être un 4-3-3 si Sidibé est aussi au milieu. Il y a différentes alternatives, bien sûr. Petit casse-tête, mais toujours est-il que ça devrait être la première titularisation en Ligue 2 depuis plus de 2 mois pour Mathis Ryu. La dernière fois qu'il a débuté un match, c'était le 1er février contre le PFC. Et la dernière fois qu'il a débuté toute compétition, c'était évidemment le quart de finale à Cannes, où il avait remplacé au pied levé Souaib Nahir. Lorient, donc, Gaëtan, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Épouvantail de ce championnat de Ligue 2 qui en a encore collé 5 à l'équipe de Pau samedi dernier. Bon, alors un derby n'est jamais un match comme un autre, mais il y a quand même... Bon, à l'aller, voilà. Ouais. Pas un match comme un autre, à l'aller, si. Enfin, comment sont-ils à l'extérieur, d'ailleurs, nos amis ? Un peu moins bien qu'à domicile, mais c'est pas cata non plus, c'est 21 points en 14 matchs. Donc ça reste correct. C'est surtout en début de saison en fait que ça n'avait pas été terrible à l'extérieur. Ils avaient perdu à Pau par exemple, ils avaient perdu à Clermont sur la phase aller, ils avaient perdu à Laval. Mais si on prend un petit peu les derniers matchs de
de Lorient, je reprends ça en même temps, mais les derniers matchs de Lorient à l'extérieur, c'est plutôt pas trop mal quand même. Ils ont été gagnés à Grenoble. Il y a eu une défaite au Paris FC 3-2. Et avant ça, il y avait eu victoire à 3 au Red Star et à Dunkerque. Donc sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, 4 victoires. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'avant ça, samedi. Ouais, c'est avant ça que ça avait été plus compliqué. Mais là, c'est quand même mieux. D'une manière générale, c'est évidemment une équipe qui va très bien. Leader, 61 points. C'est la seule équipe qui a plus de 2 points par match de moyenne. Le PFC en a 2 Toulon. Et Lorient en a un peu plus de 2, 61 en 29 matchs. Meilleure attaque avec 56 buts marqués. Je crois que c'est la deuxième meilleure défense derrière Metz. 27 buts marqués en 29 matchs. C'est moins d'un but par match aussi. Et puis il y a évidemment un homme un peu en feu en ce moment. C'est Elie Junior Croupi qui est le meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 buts. Il a marqué doublé là contre Pau, doublé à Grenoble, but contre Bastia, but contre le Paris FC, but contre Rodez. Donc sur les 5 derniers matchs, 7 buts pour Croupi, qui a d'ailleurs et qui les marque, contrairement à Guingamp en ce moment, qui a des pénaltys quasiment à chaque match. Je crois qu'il en a eu 4 lors des 4 derniers matchs. Ouais. Penalty, on en parlera 5, aussi un jour. 5, ils ont eu un péno par match, là, Lorient, sur les 5 derniers matchs. Non, lui, il en a eu un par match. Et Lorient a eu 6 pénaltys sur les 5 derniers matchs. Parce qu'il y en a eu un contre Rodez, 2 au Paris FC. Soumano avait tiré l'autre. Contre Bastia, il y en a eu un aussi. À Grenoble, il y en a eu un. Et il y en a eu un autre contre Pau. 6 pénaltys sur les 5 derniers matchs. Et tous ont été marqués, pour le coup, chez les Merlus. Ouais, prise d'élan peut-être un petit peu meilleure que notre ami Sabri Gendouzi, sur lequel je trouve on est tombé un peu facilement. C'est ce que je te disais ce matin au téléphone, Gaëtan. Ouais. C'est comme la Panenka de Landreau contre Richert en 2004. Ça passe, tu cries au génie. Ouais. Ça passe pas, tu lui tombes dessus. Ouais, et là, c'est vrai que, en fait, ça, c'est une course d'élan à la Neymar pour notamment fixer le gardien le plus possible, le plus longtemps possible. Sauf que quand le gardien ne te donne aucun indice, tu te retrouves un peu dans la mouise. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Gendouzi, qui du coup n'a pas pu anticiper le moindre départ de Jawen. Et du coup, tu n'as pas une prise d'élan énorme pour mettre beaucoup de force sur ton tir. Et ça a donné cette parodie de penalty, hélas. En plus, le problème, c'est que Jawen, c'est un petit peu un spécialiste de ça. Il en a sorti contre Lille en Coupe de France, l'année dernière avec Rodez en play-off contre le Paris FC, là à nouveau contre Guingamp. Donc, c'était pas le gardien le plus facile à battre sur l'exercice. Moi, ce qui m'a par contre interpellé, c'est que ce soit pas Ryan Grieb qui le tire. Oui. Il nous avait expliqué, Ryan Grieb lui-même, la hiérarchie. Après le match contre Clermont, il nous avait dit que c'était Dylan Louiser en 1, Hugo Picard en 2 et Ryan Grieb en 3, en fonction de qui est encore sur la pelouse. Non, Louiser et Picard étaient sortis à ce moment-là. Oui. Mais Grieb était là, donc moi ça m'a étonné que ce soit pas Grieb qui le tire. Bon, après des fois c'est la sensation du moment aussi, plus que la hiérarchie, mais son ça m'a un petit club, peu etc. Peut-être qu'il y avait un côté un peu émotionnel, un peu une pression autre, je sais pas, mais ça m'a un peu surpris. Et bon, en tout cas à l'arrivée, ça fait 2 pénaltys en 2 matchs et pas un seul au fond. Et 2 sur 7. 2 sur 7 pour les Guingampais. J'ai pas retrouvé. Est-ce que c'est vrai qu'on a eu la stat de nos amis d'Opta qui nous disait 3 sur 8 sur l'exercice. Alors effectivement, il disait par rapport au début de saison dernière. Mais depuis le début de saison dernière, nous on en a comptabilisé que 7 et 2 misérables en championnat, évidemment. 2 misérables pénaltys marqués. C'est terrifiant. Et ça se joue là-dessus. Et c'est vrai que quand tu vois l'écart au classement qu'il y a avec les 3 premiers, ça se joue éventuellement sur des pénaltys. Et puis ça se joue sur les confrontations contre le top 4. C'est là où tu perds la montée directe. Ouais, c'est ça. Et en plus, là, il y a une donne hier qui, bon, après, on verra, ça n'aura peut-être aucun incident, aucun intérêt, mais la donne de la différence de but aussi, parce que Guingamp était devant Dunkerque à la différence de but avant ce match-là. En reprenant le 3e but à la fin, qui est un peu anecdotique sur le match en lui-même, peut-être qu'il ne le sera pas sur le classement final. Bon, ça, après, on verra et on fera les comptes à la fin, bien sûr, mais... Ouais, entre les pénaltys ratés, ce but encaissé, bon voilà, c'est plein de choses qui font que le match de lundi est à oublier. Non, d'ailleurs, il n'est pas oublié, il faut s'en servir aussi, parce que si ça s'est répété plusieurs fois face aux équipes du top 4, ce genre d'issue, il y a quelque chose à travailler certainement. C'est le même avis que le capitaine Dylan Louiser que l'on écoute.
Ouais, il y a eu des bons résultats pour nous aussi ce week-end. Ça aurait été encore meilleur avec une victoire de notre part. Mais comme je vous ai dit, on va pas lâcher les places qui sont à nous et on va les garder. Vous pourrez pourquoi pas revenir ici dans pas longtemps finalement. Ouais, tout à fait. On en a déjà discuté de ça et bien sûr que on va pas oublier ce match non plus. C'est pas du tout un match à oublier. C'est des matchs qui doivent nous donner des leçons sur beaucoup de choses aujourd'hui et on reviendra plus fort, c'est sûr. Voilà, donc ne pas oublier cette seconde période, notamment à Dunkerque. Espérons retenir les leçons face à Lorient. Et puis surtout, un petit peu plus tard dans la saison, il reste 5 matchs au Guingampais, Lorient à domicile, Amiens à l'extérieur, double réception de Martigues et Bastia, puis un déplacement à Pau. Nous allons donc disputer la 30e journée ce week-end, ce vendredi. Alors, vous voyez qu'on dit qu'on a joué hier à Dunkerque parce qu'on enregistre mardi, mais on est diffusé vendredi. Donc, ce soir, il va y avoir des premiers matchs dans cette 30e journée de Ligue 2. Et cette journée, elle nous est présentée par une nouvelle recrue du côté de la Guingampaise. Pierre Junior est parti momentanément vers d'autres cieux dans cette fin d'année scolaire, notamment pour lui. On accueille donc notre nouvelle recrue. Rassurez-vous, elle s'appelle pas Pierre cette fois, mais elle est quand même dans mon équipe, l'équipe non composée. Ce n'est pas Henri Dufay, c'est comme Baucher-Augier qui vous présente cette 30e journée. À l'aube de cette 30e journée de Ligue 2, le sprint final s'intensifie. Que ce soit pour la montée ou la relégation, les clubs jouent des instants cruciaux de leur saison. Avec au programme dès ce soir les Amiénois, futurs adversaires de l'an avant, qui reçoivent Dunkerque, récent vainqueur face à l'EAG la semaine dernière, sur le score de 3-1. En cas de résultat favorable, les nordistes pourraient ainsi reléguer les Guingampais à 6 points dans cette lutte acharnée pour la 4e place. Plus tard dans la journée, l'actuel barragiste Martigues affrontera Metz, Clermont se rendra à Pau, le Red Star accueillera Annecy, 2 équipes qui n'ont pas gagné depuis 3 matchs, quand la Lanterne Rouge se déplacera à Rodez et Ajaccio ira à Troyes. Le lendemain, c'est le choc de cette 30e journée de Ligue 2 avec le derby breton opposant Guingamp à Lorient. Le Paris FC se rendra également au Stade des Alpes pour y affronter Grenoble et potentiellement revenir à hauteur de Lorient, actuel leader en fonction du résultat du derby. La journée de championnat se terminera lundi avec le duel opposant Laval à Bastia, un match qui intéressera tout particulièrement les suiveurs guingampais puisqu'il opposera Laval, actuel 6e, qui talonne le AG, et les Bastiais 7e. En cas de résultat favorable, à savoir une victoire lavalloise et une défaite guingampaise, les tangos pourraient revenir à 2 points de l'en avant Guingamp. Laval aura justement une fin de saison assez chargée avec un déplacement à Dunkerque et la réception de Metz lors des 2 dernières journées de championnat. Tout reste à faire dans cette Ligue 2. Ce Laval-Bastia, Gaëtan, qui, selon le résultat que l'on arrive à accrocher contre Lorient, on regardera juste en dessous de nous ce match du lundi, parce que ce sont nos deux poursuivants qui s'affrontent. Oui, là, très clairement, soit ils reviennent dans le match une fois de plus encore et tout s'accroche un peu plus en Ligue 2, soit ils sont distancés définitivement, sans doute, parce qu'il restera, d'ailleurs c'est Bastia-Laval, c'est à Bastia, il restera plus que 4 matchs après ça, donc s'il y a victoire de Guingamp et qu'admettons les deux s'accrochent derrière, bon là l'écart de points sera conséquent et certainement Guingamp sera quasi assuré de son top 5. Par contre, c'est vrai que s'il y a des fêtes et que notamment Laval gagne, si c'est Bastia, on verra, mais notamment si c'est Laval qui gagne, Laval peut revenir à 2 points. Donc ça réalimentera encore un petit peu les questionnements autour de où va terminer Guingamp, à quelle place, etc. Bon, l'essentiel étant de gagner le match de samedi, au moins il n'y aura pas trop de questions à se poser. Voilà, contre les Lorientais. Guingamp-Lorient, ça sera demain donc sur à la Guingampaise avec toi, 14h pour le coup d'envoi, prise d'antenne, 13h45 et puis des contenus à partir de midi sur à la Guingampaise. On vous rappelle, le match suivant, eh bien, vous pourrez le suivre avec l'équipe d'Ala Guingampaise, pas avec toi parce que toi tu seras à Amiens, mais vendredi 18 à la Mandoline, retransmission du match Amiens-Guingamp avec un quiz pour ceux qui ont envie de le faire. On rappelle, c'est pas obligatoire, vous pouvez vous inscrire et voir le match sans n'avoir rien à faire du quiz et ça sera très bien. Et le lendemain, le samedi 19, le quiz traditionnel aussi à la Mandoline. N'hésitez pas à poser vos petites questions ou à réserver tout simplement avec nous pour ces 2 soirées. Le quiz
on termine avec ça. Gaëtan, on va te laisser peaufiner tes petites étiquettes et ta fiche jaune. Voici le quiz du soir. Est-ce qu'Emeric va à nouveau garder sa couronne? Réponse maintenant. Le quiz de cet en avant match numéro 41 avec Emeric, le champion en titre. Comment ça va, Emeric? Salut, ça va très bien. Et vous? Et en face de toi, attention, moi ça va super. Et en face de toi, attention, peut-être une jeune pépite guingampaise. Milo, 14 ans. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah moi ça va. Je veux juste vous mettre à l'aise le plus possible avant ce derby. Alors Milo, raconte-nous, tu as une petite page Insta qui s'appelle Actu Foot Braze, je crois. Ouais. Bah je fais des actus sur les 4 clubs bretons. Après moi je préfère Guingamp, mais j'essaie un peu de diversifier mon contenu avec les 4 clubs bretons. Et ça tombe bien parce qu'on t'a du coup pour le quiz avant le derby Guingamp-Lorient. Donc ça c'est parfait. Alors nous avons un toss qui va arriver dans quelques instants. Les amis, je vais vous demander, tout simplement pour essayer de vous départager dans ce début de quiz, quel était le score de la... Hop là, attention Milo, faut pas chuter. Quel était le score de la plus large victoire de Lorient dans son histoire contre Guingamp? Le premier qui a la bonne réponse à la main pour le quiz. Emeric, Ouais. 4-0. J'ai 4-0 pour Emeric. Milo, est-ce que t'as mieux? Est-ce que t'as mieux? Je veux dire 5-1. Bon alors, écoute, Emeric, tu vas pas m'en vouloir, je vais donner la main à Milo, parce qu'effectivement, 4-0, ça peut compter 4 buts d'écart, mais on prend en compte le nombre de buts marqués. Et la plus large victoire de Lorient, c'est 6-2 contre Guingamp. Donc Milo, tu as gagné. Alors, c'est pas de points, mais tu as la main, tu vas pouvoir choisir ton thème. Alors, ils sont un peu costauds aujourd'hui, puisque vous aimez le foot breton. Les deux thèmes de la manche coup franc, c'est thème Sylvain Ripoll ou thème Laurent Koscielny. Ripoll, entraîneur de Guingamp, ancien coach de Lorient, et Laurent Koscielny, ancien joueur de Guingamp et de Lorient, aujourd'hui directeur sportif de Lorient. Milo, qu'est-ce que tu choisis? 3 questions sur Ripoll ou 3 questions sur Koscielny? Je vais choisir les questions sur Sylvain Ripoll. Ok. Eh bien écoute, première question sur Sylvain Ripoll. Tu le sais peut-être, le coach d'en avant a dirigé l'équipe de France Espoir pendant quelques années, entre 2017 et 2021. Et il avait réussi notamment la performance de qualifier l'équipe de France Espoir pour l'Euro que les Bleuets n'avaient plus connu pendant 13 ans, entre 2006 et 2019. Mais quelle est, selon toi, la meilleure performance des Bleuets de Ripoll lors d'un Euro Espoir? Coup franc direct, tu as la réponse, c'est 2 points. Ou coup franc indirect, 3 propositions, bonne réponse, 1 point. Je veux dire coup franc direct et quart de finale. Et non, hélas, bien tenté, c'était une demi-finale pour les Bleuets de Sylvain Ripoll en 2019. T'as pas réussi le petit coup franc direct à la Declan Rice, tu vois. Bon, c'est peut-être pour cette deuxième question. Sylvain Ripoll, donc, avec cette génération des espoirs, dispute les Jeux Olympiques 2021. Pas une grande réussite, puisqu'il n'y a eu qu'une seule victoire en 3 matchs. Ils sont éliminés dès la phase de groupe. Mais où ont eu lieu ces Jeux Olympiques? Coup franc direct ou indirect? Direct à Tokyo. C'est bon, bravo, 2 points pour Milo pour débloquer le tableau d'affichage. 2-0, dernière question. Sylvain Ripoll, dans sa carrière de joueur, a joué à Lorient, bien évidemment, mais il a joué aussi ailleurs. Cite-moi un autre club dans lequel Sylvain Ripoll a joué dans sa carrière de footballeur. Coup franc direct ou indirect? Coup franc indirect. Indirect, tu as Laval, Rennes ou Vannes? Je veux dire Vannes. Et non, c'est pas bon, c'était... Emeric, tu sais peut-être? Rennes. Ouais, Rennes, effectivement. Il y a eu Rennes, Le Mans et Lorient pour Sylvain Ripoll, qui est né d'ailleurs à Rennes. 2-0, attention Milo,
mène au score. Moi, je veux savoir un truc, Milo. Est-ce que tu t'appelles Milo grâce à Sikimic ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce qu'on avait eu un visiteur à Roudourou sur les visites de l'été, je crois que c'était il y a 2 ans, où le petit était venu avec le maillot de Sikimic et le père m'avait dit qu'il s'appelait Milo, grâce ou à cause, mais surtout grâce à Milovan Sikimic. Thème Laurent Koscielny pour Emeric. 2 points à remonter. Laurent Koscielny a débuté en pro, allant avant Guingamp, avant une grande carrière. Combien de matchs joue-t-il en pro à Guingamp à 3 près, Emeric? Indirect. Indirect, tu as le choix entre 28 matchs, 47 matchs ou 62 matchs. Je vais dire au milieu 47 matchs. Et bon, au milieu, ça marche. 1 point pour Emeric. Effectivement, 47 matchs. Il a commencé lors de la saison 2004-2005 et il est parti après la saison 2006-2007, si ma mémoire est bonne du côté de Tours. Euro 2012. Laurent Koscielny est devenu un défenseur important dans le paysage de la Ligue 1 et même du football européen, à tel point qu'il dispute l'Euro 2012 avec les Bleus de Laurent Blanc, mais également avec 2 autres anciens Guingampais dans la liste des 23. Qui étaient les 2 autres ex-Guingampais dans la liste de l'équipe de France à l'Euro 2012? Et il faut avoir les deux. Ouais, donc indirect. Coup franc indirect. Sons, Malouda et Briand, Carasso et Malouda, ou Grenier et Malouda. En gros, il y avait Koscielny, Malouda et... Ouais. Malouda, j'aurais pu le citer directement. Et l'autre... Eh ouais, on est un peu malin dans la... et ben, je vais dire Malouda et Carasso. Et là, c'est bon. Égalisation d'Emeric, effectivement. Cédric Carasso était le 3e gardien de l'équipe de France pour cet Euro en Pologne et en Ukraine. Dernière question, peut-être pour prendre l'avantage, Emeric. Dans quelle ville, chère à François Hollande, Laurent Koscielny est-il né? Ça, c'est de la culture. Direct. Coup franc direct. Tulle. Bonne réponse, 4-2. Ouais. Tu savais ça, Milo? Non. Non, c'est chaud. Bah, tu vois, tu pourras frimer à l'école avec tes petits copains la prochaine fois. 4-2 pour Emeric, Tulle évidemment, ville chère à l'ancien président de la République. Deuxième thème, les amis, des scénarios. Dans cette en avant-match numéro 41, des scénarios de match. Alors, je vais vous donner dans l'ordre chronologique des buteurs avec la minute. Je vais vous faire un geste quand c'est Guingamp qui marque et un autre quand c'est l'adversaire. Il faut me retrouver pour 1 point le match et pour un 2e point la saison. Je ne veux pas l'année, je veux la saison. On est bon? C'est parti. Briand, première minute. Moukanjo, 64e. Emeric. Emeric à la main. Guingamp-Lorient. 2017-2018. 1 point seulement. C'est bien un Guingamp-Lorient. Donc il y a 5-2 pour Emeric. Attention, Milo, tu peux marquer 1 point si tu trouves la saison. Briand, première minute. Moukanjo, 64e. Salibur, 83e. Moukanjo, 90 plus 3. Ce n'est pas 2017-2018. Selon toi, tu as 5 secondes. 2015-2016. C'est bon. 4-3 pour Emeric. Attention, vous êtes prêts? 2e scénario, buteur à venir, le match et la saison. J'aime mettre du suspense. Sidibé, 52e. Haïlé, 89e. Emeric. Plus rapide. Toulouse-Guingamp 2024-2025. Et ça fait 2 points. Et ça fait 2 points. Ça nous fait maintenant 7-3 pour Emeric après cette question. Tu vois, Milo, faut être super rapide dans le quiz. Match, saison, c'est parti. Non. Delaye, 10e. Lucas, 15e. Echouafni, 33e. Fiorez, 48e. Delaye, 54e. Chapuis, 66e. Emeric.
Guingamp-Rennes 2001-2002. Un point, pas deux. Milo, tu as la possibilité de marquer un point. Toi, l'ami du foot breton, Guingamp-Rennes, c'est bon. C'est le fameux 6-1, la victoire de Rennes à Guingamp. Ce n'est pas 2001-2002. Allez, 5 secondes. 2002-2003. Eh non, 2002-2003, Guingamp avait explosé Rennes 3-0 avec un doublé de Malouda, c'était 2000-2001. Bon, on peut comprendre que tu ne connaisses pas encore ce match, mais va voir des vidéos, c'est pas super agréable quand on est supporter de Guingamp. Alors, là, pour cette dernière manche, les amis, on est à 7-3 pour Emeric. On va avoir le fameux jeu des 11. Ok, et vous allez devoir retrouver la composition d'équipe de Guingamp sur un match très précis. Milo, tu as gagné le toss tout à l'heure. Donc c'est toi, tu vas devoir choisir. Je pense imaginer un petit peu celui que tu vas choisir. Ce sont 2 derbys Guingamp-Lorient dans l'histoire à Roudoroux. Tu vas devoir me retrouver soit le 11 de Guingamp lors du Guingamp-Lorient 2001-2002, la fameuse victoire 4-3 du Guingamp de Guy Lacombe, ou du dernier Guingamp-Lorient en Ligue 1 2016-2017. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le dernier Ligue 1. Grande surprise, grande surprise. Tu peux juste redresser un petit peu ta caméra pour qu'on t'en voit bien en entier. Voilà, parfait. Avec ton suite de l'équipe de France, je crois. Eh ben voilà, 2 étoiles, magnifique. Alors, je suis un peu plus sympa que Gaëtan Pinel, parce que lui, quand il fait le jeu des 11, je pense qu'Emeric, tu l'as déjà fait, la moindre erreur est éliminatoire. Moi, je suis plus sympa. Je vous laisse le droit à 2 erreurs dans la compo, ok? Et même si vous me donnez le nom d'un joueur et que celui-ci est entré en cours de match, c'est pas de points, mais c'est pas éliminatoire non plus. Vous bouffez pas une vie, en fait. Vous avez 2 vies dans ce quiz, ok? Guingamp-Lorient 2016-2017. Milo, c'est à toi. Quel était le 11 de Guingamp ce jour-là? Je vais mettre Johnson. C'est pas bon. Fais-les plus faciles, les attaquants, etc. Une faute. C'était pas Johnson dans le but. Je te donne un indice. Ne t'arrête pas sur le gardien. Fais des joueurs évidents à côté de lui. Jimmy Briand. C'est bon. Jérémy Sorbon. C'est bon. Christopher Kerbrat. Christophe, ça passe. Salibur. C'est bon. Et on est à 7-7 là. Hein. Ludo Blas, oui, c'est bon. Milo reprend l'avantage. Ikoko. C'est bon. Marcus Coco. Alors, c'est pas bon, mais il est entré en jeu. Donc, ça compte pour rien, en fait. Tu n'as pas de points, mais tu perds pas une vie, quoi. Tu as encore droit à une erreur. Lucado. C'est bon. Je vais dire Thibaut Giresse. C'est pas bon. Attention, tu n'as plus le droit à l'erreur. Il te manque 4 joueurs titulaires. Marcel. C'est bon. Plus que 3 joueurs. Moustapha Diallo. Oh, incroyable, magnifique. Tu es à 9 sur 11 là. Il te manque le gardien, qui était très spécifique sur le match-là, et un attaquant, avec Briand. Alexandre Mendy. C'est pas bon. C'est pas bon, tu t'arrêtes là, mais quand même 9 sur 11. Bravo Milo, tu es à 12-7 et tu mets une pression énorme sur Emeric.
Je peux vous dire, moi j'ai fait 13 sur 14 sur celui-là parce que c'était Romain Salin, le gardien de Guingamp ce jour-là. C'était son seul match avec Guingamp parce que Johnson avait eu un carton rouge à Toulouse le match d'avant. Et Salin, du coup, avait joué ce match-là. Et l'autre joueur qui te manquait, c'était Priva dans l'équipe de Guingamp. Était entré en jeu Marcus Coco, tu l'as dit, Baïsama Sanko et Alexis Mané. Je ne sais pas pourquoi je me souvenais de Mané qui était rentré sur ce match-là alors qu'il a dû jouer 3-4 matchs seulement en pro. Milo mène 12-7. Je vois qu'Emeric est déjà en train de commencer à poser un petit peu ses idées. Je te le dis, sur ce Guingamp-Lorient 2001-2002, j'avais 8 sur 14, moi. Donc ça peut te suffire si tu fais 8, mais il ne faut pas se planter. Emeric, à toi. Tu as le droit à 2 erreurs sur ce Guingamp-Lorient 2001-2002, victoire 4-3, 5 points à remonter. Coco Michel. C'est bon. Yannick Barret. C'est bon. 12-9. Florent Malouda. C'est bon. 12-10. Romain Ferrier. C'est pas bon. Je me suis planté sur lui aussi. Attention, t'as droit à une erreur encore. Christophe Leroux. C'est pas bon. Attention. Attention. Alors. 2001-2002. Hein. 2001-2002. Je peux même te dire, c'est mars 2002. Drogba. Drogba, c'est bon. 12-11. Ouais. Ça joue au tir au but, ça, tu vois. Affûte tes crampons, Milo, tu vas tirer. J'hésite sur la ligne où tenter le suivant. Bardon. C'est bon. Égalité. Incroyable. 12-12. Allez, je tente Louswarn. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. On s'arrête à 12-12. Aïe, 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 aïe. 12-12. Il restait. Alors, c'était le petit piège là-dessus. C'était Gérard Nianouan, le gardien, qui avait fait surtout la fin de saison. En défense, moi, c'est là où je me suis planté, parce que je pensais que c'était Ferrier. Latéral gauche, c'était Auriol Guillaume. Latéral droit, Bourdeau. Défense centrale, je n'avais que Kouassi. L'autre, c'était Fournier. Barret Michel, là, il n'y a pas de problème. Malouda, Bardon, Drogba, oui. Stéphane Carnot, qui avait marqué dans ce match-là. Et était entré en jeu Joseph Augustin, Tasfaout et Colo. Alors, heureusement qu'on prévoit le coup à la Guingampaise. On va passer un c'est bon, c'est pas bon, mais vous me donnez quelques instants, s'il vous plaît, que j'aille rechercher la manche décisive. Ça va encore être une équipe à nous retrouver, un 11, mais là, ça va être chacun votre tour. Et là, par contre, chaque erreur, ou la moindre erreur, sera éliminatoire. C'est un petit peu mort subite. Bon, je vais faire celui-là. Je voulais vous le faire. C'est parti. Il est où? Il est là. Voilà. Milo, Emeric, vous étiez nés. Là, il n'y a pas de souci. On a parlé du dernier Guingamp-Lorient en Ligue 1. Moi, je vais vous parler du premier Guingamp-Lorient en Ligue 2. C'était en février 2020. On est d'accord? En Ligue 2, victoire de Guingamp 2-1. Chacun votre tour. Vous allez me donner un joueur. C'est bon, vous continuez. C'est pas bon, c'est terminé. Enfin, c'est terminé avec balle de match pour l'autre. C'est toi, Milo, qui commence. 2020, février 2020, Guingamp, Lorient, un joueur de Guingamp. Et je compte ceux qui sont entrés. Youssouf Mchangama, c'est bon, puisqu'il avait marqué en fin de match. Ryan Pelé. C'est bon. Yannick Gomis. C'est bon. C'est les 11 titulaires. Hein. Les 11 titulaires, j'accepte ceux qui sont entrés en jeu aussi. Marc-Aurel Caillard. Ah oui, la sécurité. 14-14. Alors, sur le montage, sur la vidéo des supporters, vous voyez le score. Moi, j'ai des bâtons partout. 14-14. C'est le quiz du siècle. Jérémy Sorbon. C'est bon. Emeric.
Jérémy Mello. C'est bon. Mon stylo tremble. Sikou Niakate. C'est bon. Mehdi Boudjema. C'est pas bon. Incroyable, Milo, bravo. Tu es le champion de ce quiz. Boudjema, c'est bien tenté, mais je crois qu'il avait joué en coupe à Lorient. Il avait été titulaire en coupe. Incroyable quiz, les amis. Aujourd'hui, il y avait encore à trouver. Vous avez toute la défense, sauf Lloyd Palin, qui était latéral gauche. M. Changama était au milieu avec Pierrick Valdivia et le dernier des Mohicans, Lebogang Piri. Et il vous manquait un titulaire, c'était Ronny Rodelin avec Yannick Gomis et Brian Pelé. Était entré en jeu Franz Di Piero, Yenin Bakoto, Piero qui se fait les croiser d'ailleurs sur cette rencontre, et Louis Carnot. Celui-là, fallait le trouver. Louis Carnot qui était également entré en fin de match, n'était pas entré. Busman, Kerbrat, Guivarch, Eboa. Emeric, tu es tombé. Tu es tombé face, on te disait, la jeunesse guingampaise est dangereuse. Ouais, très fort Milo, hein, très très fort. Et pas que sur les périodes que tu as connues. Donc franchement, bravo. Ouais, bravo à toi Milo, tu es donc notre nouveau champion du quiz, mais attention Emeric, t'as pas tout perdu parce que tu es arrivé à 5 victoires, donc c'est 2 tasses qui va prendre ta direction. Je sais, Munich toujours? Non, Toulouse maintenant. Toulouse, ah bah ça va nous coûter moins cher en frais d'envoi, donc c'est cool. Tu pourras choisir ta tasse, hein, soit la vierge, soit la 2009, soit la 2014, elles sont à toi. Et Milo, eh bien on se retrouvera la semaine prochaine. Ça fait plaisir pour Milo parce que ça faisait des semaines qu'il nous envoyait des messages. Je veux faire le quiz. Eh oui, il y avait beaucoup d'inscrits. Eh bien, c'est toi maintenant qui as la main, Milo, dans cette émission en avant-match. Emeric, bravo encore. Merci à toi. Et puis Milo, on se retrouve très très vite. Guingamp pèse Guingampais. À demain avec Gaëtan pour Guingamp-Lorient.